Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pour comprendre. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. L'objectif de cette collection Pour comprendre est de présenter en un nombre restreint de pages, 176 à 192 pages, une question contemporaine qui relève des différents domaines de la vie sociale. L'idée étant de donner une synthèse du sujet tout en offrant au lecteur les moyens d'aller plus loin, notamment par une bibliographie sélectionnée. Cette collection est dirigée par un comité éditorial composé de professeurs d'université de différentes disciplines. Ils ont pour tâche de choisir les thèmes qui feront l'objet de ces publications et de solliciter les spécialistes susceptibles, dans un langage simple et clair, de faire des synthèses. Le comité éditorial est composé de Maggie Albet, Jean-Paul Chagnolot, Dominique Château, Jacques Fontanelle, Gérard Marcoux, Pierre Muller, Bruno Péquignot, Denis Rolland. Dernière parution. Et méfaits, le capital en quelques mots. De Platon à nos jours, 2015. Dominique Josse, L'avenir de l'homme postmoderne. L'urgence de retrouver nos racines, 2015. Gérard Petitpré, La Constitution du 4 octobre 1958 de AAX, 2014. Charlotte Gray, Street Art et droit d'auteur. À qui appartiennent les œuvres de la rue, 2014. Patrice Vivancos, De la culture en Europe. De quoi est-il question quand nous agitons ce mot culture, 2014. Traoré Modibo, L'économie de développement. Trajectoire, analyse et stratégie de développement, 2014. Gilbert Andrieux, Héra reine du ciel. Suivi d'un essai sur le divin, 2014. Gérard Petitpré, Les années folles de la Ve République, 1988 à 2014, 2014. Walter Amdzro Saint-Hilaire, Fondements et méthodes en gestion appliquée, 2014. Jean-Marie Gillig, Histoire de l'école laïque en France, 2014. Jean-Baptiste Essahu, Les élections présidentielles aux États-Unis, 2014. Gérard Petitpré, Les 30 glorieuses de la Ve République, 1958 à 1988, 2014. Xavier Bollot, Les trois réalités. Physique, perçue, représentée ici, maintenant, évolution, 2014. Alain Dulot, Ce que penser veut dire. Essai, 2013. Citation. À l'ère de la globalisation, nous devenons tous diasporiques, Stuart Hall. In Stuart Hall interviewed by Peter Osborne and Lynn Segal, traduit de l'anglais par Olivier Ruchet, Revue des livres N1 et 2, 2007. Culture and Power, Stuart Hall interviewed by Peter Osborne and Lynn Segal, RP 86, 9 décembre 1997. Pour le subalterne, parler implique non pas simplement de résister à la violence du performatif hégémonique, mais surtout d'imaginer des théâtres dissidents où soit possible la production d'une autre force performative. Inventer une nouvelle scène de l'énonciation, dirait Jacques Rancière. Béatrice Preciado, philosophe, directrice du programme d'études indépendantes, Musée d'art contemporain de Barcelone, MACBA. Libération chronique du 29 août 2014. Introduction, une histoire intellectuelle singulière. Cet ouvrage se propose d'analyser et de comprendre un courant de recherche qu'on regroupe généralement autour des cultural studies, en mettant l'accent sur son histoire et ses bases théoriques tant anglaises qu'américaines ou françaises. Il examinera aussi son impact aujourd'hui, par exemple, les questions du genre et la sexualité ou encore les questions liées à la multiculturalité des sociétés contemporaines. La définition des cultural studies reste assez large. En 1999, un portail internet de l'éditeur anglais Blackwell proposait une définition très extensive. Les cultural studies concernent la manière dont les sujets humains sont modelés ou expérimentent leur vie dans un contexte culturel et social. Les cultural studies s'appuient sur les méthodes de l'économie, des sciences politiques, des études sur la communication et les médias, de la sociologie, de la littérature, de l'éducation, du droit, des études sur la science et la technologie, de l'anthropologie et de l'histoire avec une attention particulière au genre, aux races, aux classes et à la sexualité dans la vie quotidienne. En conséquence, elles représentent la combinaison des théories textuelles et sociales placées sous le signe de l'engagement pour le changement social. Enfin, les cultural studies ont pour objet l'étude des sous-cultures, des médias populaires,
de la musique, du vêtement et du sport. Plus particulièrement, les Cultural Studies étudient la façon dont la culture est utilisée et transformée par des groupes sociaux ordinaires et marginaux. Dans cette optique, les Cultural Studies considèrent ces groupes sociaux non plus simplement comme des consommateurs, mais comme des producteurs potentiels de nouvelles valeurs et de langage culturel. Mais ce qui caractérise principalement les Cultural Studies, et qui fera leur succès, c'est le fait qu'elles donnent un droit de cité aux formes culturelles jugées à l'époque non légitimes, c'est-à-dire les formes culturelles exclues de la définition traditionnelle de la culture populaire, mais aussi la culture des minorités, sociales, ethniques, de genre ou sexuelles notamment, et la culture médiatique de la culture de masse. Cette ouverture culturelle, mise en œuvre par les premiers chercheurs anglais des études culturelles, peut s'expliquer à l'origine par des motifs politiques, le souci de promouvoir sur la scène politique et culturelle la culture populaire et de briser l'exclusion de la culture populaire du champ de la recherche, mais aussi par l'idée que la culture se définit moins en termes matériels qu'en termes symboliques. Cette symbolisation est créatrice et productive et donc ne reflète pas, comme l'expriment les théories marxistes traditionnelles de la culture, de simples rapports économiques. La culture est au contraire une structure relativement autonome, qui permet de façonner une certaine perception de la vie et de la société. Plus concrètement, la culture cesse ainsi d'être définie en termes d'objets, œuvres, auteurs, événements, pour se définir en termes de vécu ou d'expérience. Ce sont les premiers théoriciens britanniques des Cultural Studies, comme Richard Hogarth et Raymond Williams, qui introduiront la notion de culture comme manière de vivre, way of living. Les pratiques populaires sont ainsi caractérisées par des attitudes, des usages, des tactiques, des positions négociées qui justement caractérisent un style de vie que R. Hogarth décrira dans son ouvrage sur la classe ouvrière comme la consommation nonchalante, l'attention oblique, la valeur accordée au collectif, ou encore la distance pratique, qui font que les représentations populaires s'inscrivent dans un espace d'altérité qui n'est jamais entièrement ni celui de la soumission aveugle au pouvoir des autres, et l'intériorisation de leur légitimité, ni non plus celui de leur totale indépendance symbolique d'une culture dominée, qui rendrait concevable la pure et simple inversion de la légitimité dominante. Ces styles de vie définissent ainsi une même capacité à réinterpréter les messages venus des médias, à acculturer les objets et les pratiques, et donc aussi à résister aux significations dominantes. Ce tournant épistémologique, qui peut se lire aussi comme un manifeste politique, va permettre de redéfinir la culture. D'une part, la culture prend forme et sens dans des situations concrètes et d'autre part, elle est aussi le moyen dont se servent les individus pour décider de la meilleure façon de réagir et de vivre dans telle ou telle situation. C'est dans cette perspective que les Cultural Studies se sont donné pour objectif initial d'étudier les cultures populaires et d'analyser, dans une perspective critique et transversale, leurs implications sociales et politiques. De fait, les premières recherches des Cultural Studies seront liées avant tout aux cultures populaires. Puis elles vont dans les années 1990 s'élargir par exemple aux Visual Studies, études visuelles, aux Postcolonial Studies, études postcoloniales, ou encore aux Gender Studies, études sur le genre, domaines qui sont apparus et se sont développés suite à un ensemble de réorientations sociales et culturelles dans les sociétés mais aussi dans les sciences humaines et sociales. Fondamentalement, il s'agit d'un courant théorique qui met en jeu à la fois une compréhension sémiologique des productions culturelles, une analyse sociologique des sociétés de masse, et une réflexion anthropologique sur la domination sociale via une redéfinition de la réception des messages. C'est dans cette triple logique que les Cultural Studies ont contribué à réhabiliter la notion de culture, observée en tant que pratique culturelle significative. Par exemple dans un texte fondateur intitulé « Codage et décodage », S. Hall soulignera qu'en dépit du fait que les messages sont le plus souvent, mais pas toujours, codés conformément à l'ordre dominant, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils sont reçus conformément à cet ordre. Il distingue alors trois types de lecture possibles. Dominante, le message est reçu de façon naturelle, évidente. Oppositionnelle, le message est compris mais lu selon un autre code, ou négocié, lecture à la fois conforme et oppositionnelle. La culture résiste donc, elle peut s'opposer au formatage des catégories médiatiques et du marketing. Mais comme leur nom l'indique, les Cultural Studies ne constituent cependant pas une discipline, même si l'on trouve, mais essentiellement dans les pays anglo-saxons,
de nombreux départements au sein des universités. Bien au contraire, ses membres dès l'origine, ont souvent revendiqué l'étiquette d'antidiscipline pour ce courant qui a su puiser au sein des divers domaines de savoir qui émergent dès la fin des années 50, sociologie, analyse littéraire, sémiotique, anthropologie, histoire, etc., pour proposer des analyses originales des diverses formes de culture et pour en faire un objet digne de recherche, mais aussi pour proposer dès les années 60 des analyses sur la communication et les médias, la sociologie, l'éducation, la technologie, l'anthropologie avec une attention particulière au genre et à la sexualité dans la vie quotidienne, aux races, aux classes sociales à partir des questions de marge, de minorité, de résistance et d'adaptations interculturelles. D'ailleurs, la notion même de studies est intéressante à interroger. Les studies ne constituent pas en soi un corps de doctrine mais un regroupement disciplinaire. Les studies définissent des domaines de savoir construits autour d'un objet plutôt que d'une discipline, ce qui a pour principal effet non seulement de permettre que les concepts utilisés et produits soient discutés d'un point de vue multidisciplinaire et périodiquement redéfinis, mais aussi d'interroger sur la pertinence des découpages de savoir. Ce croisement de disciplines telles que la linguistique, la sociologie, l'anthropologie et l'histoire a ainsi permis la redécouverte de nouveaux objets d'étude condamnés jusqu'alors à une marginalité disciplinaire. Les cultural studies ne cesseront en effet d'étendre leurs investigations abordant des problématiques telles que le genre, la race, ou des objets comme l'urbanisme, la consommation, la géographie culturelle. Plus largement, les cultural studies bénéficieront de l'engouement pour la culture et la communication à la fois dans la recherche, qui tend à les mettre au centre du fonctionnement social, et dans la société, avec l'explosion du secteur audiovisuel, des loisirs, du tourisme. Les cultural studies se réfèrent ainsi aux sources multiples de penseurs très divers. Citons par exemple à Gramsci sur la notion d'idéologie, Adorno sur la question de l'aliénation, M. Foucault sur la notion de pouvoir, J. Derrida et Ueco sur la question du texte et de la textualité, H. Cixous et L. Irigaray sur la question féministe et du genre, P. Bourdieu sur la question de l'habitus, et d'autres tels que J.F. Lyotard, M. de Certeau ou encore Herbart, etc. Cette absence d'identité disciplinaire a ainsi ouvert la voie à des accent aigu appropriation, d'auteurs, de méthodes, etc., et des investissements très divers mais qui ont conduit malgré tout à la mise en place d'un langage et d'un système de référence intellectuelle commun. L'autre intérêt des cultural studies est de politiser les savoirs en activant des théorisations et des pratiques culturelles et politiques nouvelles, essentiellement venues des marges. Les études postcoloniales, les féminismes, les études ethniques, les études sur le genre mais aussi toutes les études touchant à l'interculturalité. On peut affirmer qu'une des originalités des cultural studies tient à ce que les recherches entreprises en son sein entendent aussi proposer une vision politique de la culture, en promouvant par exemple, mais pas seulement, la culture populaire, et surtout en insistant sur la nécessité de contextualiser la lecture et l'acte d'interprétation. Cet engagement conduit ainsi Hogarth à dénoncer le mythe du conditionnement des masses, et à lui substituer la notion d'adhésion à éclipse et de l'attention oblique conçue comme disposition spécifique des classes populaires que la logique de leur situation sociale, et les valeurs qui sont le produit de leurs conditions d'existence, incitent à se protéger soit par le cynisme soit par l'indifférence. Ce credo théorique et politique aboutit, on le comprend bien, à remettre en cause l'influence supposée toute puissante des médias pour mieux faire ressortir la capacité à la résistance ou encore, l'aptitude active à la réintégration de la nouveauté. Les citoyens que nous sommes, et plus particulièrement ceux issus des classes populaires, ne sont donc pas des individus passifs sur lesquels viendraient s'imprégner béatement les messages diffusés par les moyens contemporains d'information. Tout au contraire, face aux stratégies des auteurs ou des producteurs de l'information, les lecteurs ou usagers mettent en œuvre des tactiques d'appropriation singulières. Les consommateurs ne sont donc pas de passifs récepteurs, mais ils reconstruisent le sens dans une activité créatrice dont l'auteur n'a pas l'exclusivité. Par ce fait même, ils peuvent ainsi détourner le dispositif technique médiatique. À l'arrière-plan de la problématique des cultural studies, il y a donc cette idée éminemment politique qu'on peut faire confiance aux citoyens, qu'ils sont aptes à juger et décider, quelle que soit leur origine sociale et dans tous les domaines. Les cultural studies postulent ainsi leur pleine capacité politique.
Les pratiques ordinaires des individus citoyens, ce nouvel objet scientifique en sciences humaines qu'étudient les Cultural Studies, montre bien que malgré les systèmes de domination, ils sont capables de savoir ce qui leur convient et que bien souvent ils sont en capacité de prendre des initiatives inscrites dans la vie ordinaire. Les Cultural Studies définissent ainsi une autre façon d'envisager l'explication en sciences sociales, récusant toute démarche qui prétendrait expliquer l'action en se référant à une théorie élaborée a priori. Aussi, pour rendre compte de l'action, le chercheur s'obligera à décrire d'abord en détail ce qui la fait être ce qu'elle est, ce qui l'obligera à appréhender l'action au niveau des pratiques telles qu'elles s'accomplissent en contexte, et donc à prendre au sérieux le fait que les individus savent ce qu'ils font lorsqu'ils agissent. Cette position méthodologique a pour effet de modifier complètement la construction de l'objet de recherche, et donc le type de question à poser. Le chercheur se met ainsi en situation de saisir l'inventivité et la créativité dont font preuve les individus quand ils agissent, et d'en faire l'objet même de ses analyses. Dès 1957 d'ailleurs, en observant l'usage des nouveaux médias de masse dans les classes populaires anglaises, Richard Hogarth a montré que la transformation d'une structure sociale et de ses pratiques est commandée par des principes présents dans la structure du système d'attitudes préexistant. L'auteur réfute ainsi les théories de l'homogénéisation culturelle de la société de consommation, ainsi que les conceptions d'atomisation ou de massification, attribuées à la presse, la radio et la télévision. La réception est ancrée au sein de la société, et pour en comprendre les effets, il faut tenir compte des conditions sociales où elle s'accomplit. Il a ainsi dégagé la loi qui subordonne l'efficacité des facteurs de changement à leur pertinence par rapport à la structure préexistante. C'est ainsi que, pour lui, la presse populaire anglaise s'est développée en exploitant les caractéristiques de l'éthos de classe populaire, conçue comme une sorte de grammaire génératrice des attitudes. Richard Hogarth montre que la réception d'un message culturel ne saurait ainsi être dissociée des conditions sociales où elle s'accomplit, et donc de l'éthos de classe des consommateurs. Il précisera que les effets des médias dépendent aussi de la place des récepteurs dans la division sociale du travail, et dans la culture. Ainsi pourrait Hogarth, si les médias véhiculent bien une idéologie dominante, la réception qui en est faite dans les classes dominées n'est pas naïve, mais distanciée et critique. Par exemple, le goût populaire pour les émissions de distraction ou de télé-réalité aujourd'hui ne signifie pas nécessairement que les individus confondent leur contenu avec leur propre vie. David Morley confirmera empiriquement cette idée à travers l'analyse de la réception d'une émission politique anglaise. Inaugurant la technique des groupes de discussion, focus group, il confirmera partiellement les vues de S. Hall, tout en soulignant que la position sociale ne suffit pas pour expliquer les différents types de lecture. Il faut aussi tenir compte du cadre de réception, le plus souvent domestique, des relations au sein de la famille, de la place spécifique des femmes, etc. Un peu plus tard, Janice Radway s'intéressera dans le même esprit aux lectrices de romans roses. Elle montrera que ces dernières, conscientes du caractère conservateur de ces ouvrages, qui mettent cependant en scène, selon elle, une victoire des femmes sur les hommes, et de la faible reconnaissance de ces lectures, les revendiquent néanmoins comme des pactes d'indépendance, moments où elles peuvent se soustraire à la routine quotidienne et aux contraintes de leur rôle d'épouse et de mère de famille. Outre ces travaux sur la réception, les Cultural Studies ont aussi produit de nombreux travaux ethnographiques sur la classe ouvrière et ses conditions de vie. Mais, inspirés par l'école sociologique de Chicago, Howard Baker, William Foote White, ces chercheurs investiront aussi les sous-cultures jeunes, mods, rockers, punk, etc., en analysant le processus qui les définit comme déviantes et en s'interrogeant sur leur portée subversive. Un autre trait qui caractérise la fondation des Cultural Studies est de vouloir se situer comme une entreprise intellectuelle aux marges des limites institutionnelles universitaires et disciplinaires. C'est ainsi que la création à Birmingham en 1964 du Centre for Contemporary Cultural Studies, CCCS, s'accompagnera de stratégies extraterritoriales dans le choix de ses implantations universitaires, privilégiant les institutions en marge comme l'Open University ou Polytechnics Institute ou les petites universités comme Warwick où s'installe E.P. Thompson. C'est pourtant dans ces institutions que viendront se former la plupart des grandes figures des Cultural Studies qui, sur plusieurs générations, vont peu à peu constituer une tradition intellectuelle,
et produire un grand nombre d'œuvres reconnues par tous ceux qui se réclament de ce courant. Dans son ouvrage « Identité et culture. Politique des Cultural Studies », Stuart Hall livrera une généalogie critique des Cultural Studies en mettant en relief les préoccupations théoriques et politiques majeures des études culturelles, de leurs fondements théoriques, marxistes et Gram Science, à leur redéfinition des notions de culture et de populaire, en passant par leur résistance aux disciplines classiques. Dans la première partie de cet ouvrage en particulier, Hall relate les expériences théoriques, politiques, institutionnelles et pédagogiques des membres du CCCS, intellectuels de gauche, minoritaires et ou en position institutionnelle marginale, tentant d'articuler politique et théorie et animés par une volonté d'intervenir efficacement dans le social pour changer les relations de pouvoir. Une position engagée et excentrée, comme le relate Hall, par laquelle ils tendent à repenser la place de l'intellectuel, public intellectual, selon le modèle de l'intellectuel organique de Gramsci et en opposition aux postures dominantes des savoirs d'autorité. Cet ouvrage se veut ainsi destiné à tous les lecteurs désirant mieux comprendre ce que recouvre ce champ d'investigation, ou approfondir leurs connaissances et élargir leur vision. Ayant à enseigner les sciences de la communication, à des niveaux différents et dans des parcours divers, nous sommes en effet confrontés à l'absence de références didactiques adaptées, quand il s'agit de guider les étudiants dans un champ disciplinaire qui, comme on l'a compris, n'est pas encore tout à fait bien défini. Il existe certes des manuels, mais ils sont le plus souvent limités à une théorie particulière, et donc plutôt destinés à des enseignants-chercheurs spécialisés, ou à des ouvrages de nature encyclopédique et générale destinés plutôt à des étudiants qui ne sont pas nécessairement engagés dans un cursus spécialisé en sciences de la communication. C'est ce qui explique et justifie notre projet, motivé par notre pratique d'enseignement et par une exploration des travaux de recherche sur les Cultural Studies. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage se propose de présenter de manière critique les apports essentiels des différentes théories qui ont concouru à construire ce qu'il est convenu d'appeler le champ des Cultural Studies. Cet ouvrage s'efforcera donc de définir ce que l'on peut entendre par Cultural Studies en s'intéressant à ses objets scientifiques, ses caractéristiques épistémologiques et sa dimension profondément politique. Aussi, bien plus qu'une simple histoire des Cultural Studies, cet ouvrage se veut être une analyse critique des différents modèles proposés dans l'histoire des idées pour la constitution d'un tel ensemble. Nous tenterons ainsi de restituer l'originalité et la richesse de théories trop souvent confondues avec leurs caricatures contemporaines. Au-delà d'une histoire mouvementée par la confrontation des courants et théories, nous essayerons de mettre en évidence le noyau d'idées et de valeurs constitutifs des Cultural Studies. Notre souci est donc de mettre à la disposition des étudiants et des enseignants désireux d'y voir plus clair, un ouvrage qui dresse l'état des lieux des différents courants et tendances issus des Cultural Studies. Première partie, les Cultural Studies, un double engagement politique et théorique. On considère généralement que l'acte fondateur des Cultural Studies est la publication, en 1957, de l'ouvrage de Richard Hogarth, The Use of Literacy. Dans ce livre à dimension autobiographique, l'auteur livre dans une première partie, sous la forme d'une enquête ethnographique, un portrait du style de vie des classes populaires anglaises et dans sa seconde partie une analyse sur la manière dont les contenus que diffusent les nouveaux moyens de communication, séries télévisées, presse populaire, etc., sont reçus par leurs membres. Hogarth est un intellectuel issu des classes populaires. Son histoire personnelle et sa connaissance intime du milieu social dont il rend compte lui permettent de proposer une véritable enquête ethnographique. Dans cet ouvrage, toutes les formes de la vie quotidienne et les attitudes des classes populaires, dans des domaines aussi différents que l'alimentation, les funérailles, le vêtement, le mobilier, la décoration, la superstition, la boisson, l'adultère, la sexualité ou la morale, sont décrites et analysées. Ce faisant, Hogarth reconstitue la cohérence d'un style de vie et de spécificités culturelles de la vie quotidienne des milieux populaires. Ce travail est novateur à plusieurs titres. Hogarth non seulement s'attache à construire une sociologie des milieux populaires des années 1950, mais en plus il propose une des premières analyses de la culture de masse, qui commençait à apparaître, et de son influence. Dans cette analyse, Hogarth va à l'encontre des thèses dominantes de l'époque, postulant l'aliénation des masses,
T.W. Adorno et l'école de Francfort, en montrant que les classes populaires résistent, dans une certaine mesure, aux messages qui leur sont adressés qui n'ont qu'un effet à long terme sur les attitudes. C'est cette ligne d'analyse, entre critique des industries culturelles et mise en évidence des résistances qui lui sont opposées par le public, qui va définir le fil épistémologique spécifique des Cultural Studies. Les fondateurs. Les Cultural Studies au sens strict naissent en 1964 avec la création du Center for Contemporary Cultural Studies, CCCS, à l'université de Birmingham sous l'impulsion de 3 pères fondateurs, Richard Hogarth 1919 à 2014, Raymond Williams, professeur de littérature anglaise 1923 à 1988 et Edward P. Thompson, historien 1924 à 1993. Cette création s'inscrit dans la logique créée par la publication de leurs 3 livres majeurs. The Use of Literacy par R. Hogarth en 1957, Culture and Society, 1780 à 1950 par Raymond Williams en 1958 et enfin The Making of the English Working Class par Edward P. Thompson en 1963. Son premier directeur ne fut autre que Richard Hogarth. Le programme qui lance les activités du centre comporte les thèmes suivants: Orwell et le contexte des années 1930, les transformations de la presse locale, la chanson populaire et les idiomes populaires dans la musique pop, l'art et l'iconographie domestique, la pop musique et la culture adolescente, la signification du sport et sa présentation. À ce courant de recherche apparu en Grande-Bretagne dans les années 1960, on associe généralement Stuart Hall qui fut le successeur de Richard Hogarth à la tête du CCCS, Charlotte Brunsdon, Angela McRobbie, David Morley. Les Cultural Studies vont ensuite essaimer dans les universités du monde entier. Richard Hogarth, né en 1918, orphelin dès l'âge de 7 ans, recueilli par sa tante dans une famille de la classe ouvrière, habitera à Leeds, dans le nord de l'Angleterre et dans le même quartier jusqu'en 1939. La Seconde Guerre mondiale l'oblige à interrompre des études universitaires en littérature anglaise qu'il n'est parvenu à poursuivre que grâce à l'obtention de bourses. Démobilisé, il enseignera la littérature jusqu'en 1959 dans la section de cours pour adultes de l'université de Hull, puis à l'université de Leicester. En 1962, il est nommé professeur de littérature anglaise à l'université de Birmingham. Il fonde et dirige le Centre for Contemporary Cultural Studies, puis prendra la direction du Goldsmiths College de l'Université de Londres, réputé pour ses départements d'art, de design, de médias et communication et de sociologie, qu'il dirige jusqu'en 1984, année où il quitte la carrière universitaire. Son livre le plus connu, La culture du pauvre, étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, fut publié en 1957 et traduit en 1970 en France dans la collection dirigée par Pierre Bourdieu aux éditions de Minuit. Cet ouvrage mêle tout à la fois l'histoire culturelle, la critique sociale et l'autobiographie. Il est reconnu comme un livre novateur pour les sciences sociales en ce qu'il propose, en particulier, une description et une analyse des modes de vie des classes populaires et des valeurs que partagent les habitants des banlieues ouvrières anglaises. Dans ce livre, R. Hogarth s'intéresse notamment aux consommations culturelles afin de montrer que les classes populaires ne sont pas simplement des récepteurs passifs de la culture de masse. L'autre ouvrage important du sociologue est son autobiographie, 33 Newport Street. Autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires. Dans cet ouvrage, Richard Hogarth entreprend de raconter sa propre histoire tout en cherchant à comprendre ce qui l'a rendu possible. Le récit de son enfance fait ainsi comprendre, au plus près d'une réalité vécue, que les groupes les plus dominés ont une culture, et qu'en même temps il n'est pas de culture populaire qui ne soit habitée par la domination qui s'exerce sur elle. R. Hogarth raconte aussi comment, grâce à l'école, il a réussi à sortir de son milieu d'origine, sans rien renier de ses origines ni non plus de sa trajectoire et de sa réussite. Il raconte aussi la constante vigilance que signifie l'appartenance à la classe ouvrière, et l'énergie dépensée à être respectable. En creux, s'y dessine un portrait de l'intellectuel standard, dont Hogarth est toujours resté éloigné. Raymond Henry Williams, essayiste et écrivain, critique littéraire, auteur d'ouvrages sociologiques, d'études marxistes de la littérature, d'analyse des médias et d'essais politiques. Il enseigna le théâtre à l'université de Cambridge. Fils d'un père cheminot du pays de Galles,
adhérant au Parti communiste anglais vers la fin des années 1930, il a été aussi un des animateurs de la campagne pour le désarmement nucléaire, CND. Ses études ont été interrompues par la Deuxième Guerre mondiale. Dans l'après-guerre, il va quitter Cambridge et le Parti communiste pour enseigner, avec E.P. Thompson, à la Workers' Educational Association, un réseau universitaire parallèle lié au mouvement ouvrier anglais. Il ne reviendra à Cambridge comme enseignant qu'en 1961. Il fut aussi une figure importante de la gauche socialiste britannique. Il a cofondé en 1960 avec eux P. Thompson, John Saville, Stuart Hall, Raphaël Samuel, et d'autres intellectuels marxistes ayant rompu avec le Parti communiste anglais en 1956, la New Left Review, revue politique engagée à gauche, ouverte au monde, attentive aux mouvements politiques et sociaux, mais aussi culturels. Cette revue a activement participé au débat autour du marxisme et a couvert l'actualité des mouvements anti-impérialistes du tiers-monde dans les années de la décolonisation. La revue se fit aussi l'écho des mouvements étudiants des années 1960 à 1970 et rendit compte des crises politiques traversées par les régimes communistes en Russie et en Europe de l'Est. Intellectuel engagé, R. Williams ne cache pas ses convictions socialistes et publie, avec E.P. Thompson, un retentissant document anticapitaliste, le May Day Manifesto, 1968, dénonçant les mythes de la modernisation. L'œuvre de R. Williams reste malheureusement non traduite en France à ce jour à l'exception de Culture et matérialisme, recueil d'essais paru dans le recueil original de 1980, ainsi que dans celui de 1989 intitulé Politics of Modernism, Against the New Conformist, tous les deux parus chez Verso à Londres. Les questions analysées vont de la théorie marxiste des superstructures au rôle néfaste de la publicité, en passant par les avant-gardes artistiques, le darwinisme social et les moyens de communication. Le concept le plus novateur de R. Williams, celui de structure de sentiment, structure of feeling, y est introduit et présenté. Avec ce concept, R. Williams affirme que chaque époque et chaque société produisent un climat culturel qui fait qu'il est possible d'éprouver certaines émotions et d'avoir certaines pensées. Cette structure du sentiment d'une époque intervient voire organise la manière de se mettre en relation les uns avec les autres. Les individus d'une certaine société ne possèdent pas dans la même mesure une structure du sentiment déterminée. Cette dernière appartient néanmoins, de manière assez étendue et profonde, à tous les membres de cette société. La structure du sentiment d'une époque déterminée n'est pas enseignée, ou du moins elle ne l'est pas de manière organisée et formelle. C'est plutôt comme si chaque génération, avec plus ou moins de succès, entraînait la génération suivante à s'approprier d'un certain trait social ou d'un schéma culturel général donné. La génération suivante n'en possède pas moins toujours une structure du sentiment qui lui est propre. La nouvelle génération répond, d'une manière qui lui est propre, au monde qui lui revient en héritage. On peut ainsi repérer de nombreux éléments de continuité, et la nouvelle génération acquiert de nombreux aspects de l'organisation sociale préexistante. Toutefois, chaque génération perçoit sa propre vie en tant que tout, autrement que ne la percevait la génération qui l'a précédée. Chaque génération produit ainsi une nouvelle structure du sentiment. Pour R. Williams, les individus sont donc culturellement constitués. Chacun, en son moi, appartient à un monde culturel spécifique, du simple fait qu'il parle une langue maternelle par exemple. L'individualité se façonne ainsi à l'intérieur d'univers de signification qui sont collectifs et délimités. L'objectif de R. Williams dans ses différents travaux fut aussi de saisir les mécanismes et les conditions de développement de la culture, hégémonique ou populaire, sans jamais déprendre l'analyse de sa charge critique. Ce programme est appliqué sur des thèmes aussi divers que la publicité, le darwinisme social, l'émergence des mouvements d'avant-garde, ou encore la coproduction à la fin du XIXe siècle de la grande métropole occidentale capitaliste et de certains courants artistiques modernistes, en littérature notamment. Par-delà la variété de leurs objets, une même intention théorique transparaît dans ces essais, un certain usage du marxisme non dogmatique, ouvert au réajustement et à l'autocritique. Edward Palmer Thompson est un historien britannique, spécialiste de l'histoire sociale et culturelle du Royaume-Uni et particulièrement du monde ouvrier. En 1946, il termine ses études à Cambridge et adhère au Parti communiste. En 1946 à 1947,
Il participe également à la construction du chemin de fer de la jeunesse, dans la nouvelle Yougoslavie socialiste, aux côtés de paysans, d'ouvriers et d'étudiants. Cette expérience, qui fut pour lui d'une grande importance, contribue notamment à le rendre sensible à les activités autonomes du peuple. Dans les années 1950, il se consacre à l'organisation de la base du parti, milite en faveur de la paix, donne des cours du soir à l'université de Leeds et mène des recherches pour son premier ouvrage, une biographie de l'artiste socialiste William Morris. L'année 1956, marquée par le rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline et par la sanglante répression de l'insurrection hongroise, est un tournant. E.P. Thompson rompt alors avec la direction du Parti communiste et dénonce sans relâche le régime soviétique. L'année suivante, il fonde avec John Saville, le New Reasoner du nom d'un périodique radical du XIXe siècle, en vue de contribuer à la réflexion qui s'engage sur l'avenir du socialisme. Le projet de cette revue était de restaurer la crédibilité morale du projet communiste en dénonçant le catéchisme stalinien, ses dérives et ses apories. Dès le premier numéro, E.P. Thompson défend un socialisme humaniste qui reconnaîtrait l'autonomie critique des individus contre l'abstraction des forces productives, et pourfend le stalinisme qui, comme le capitalisme, réduit l'être humain à n'être plus qu'une chose, une pure marchandise ou un appendice des machines. Il participe lui aussi à la création de New Left Review et participe de cette nouvelle gauche dissidente qui influencera sa pensée historique, en particulier dans The Making of the English Working Class publié en 1963. Il prend en 1965 la direction du Centre for Study of Social History, à l'Université de Warwick. En 1979 à 1980, alors que la guerre froide semble connaître un renouveau, E.P. Thompson participe à la rédaction de l'appel pour un désarmement nucléaire européen, en réaction à la décision de l'OTAN d'installer des missiles en Grande-Bretagne et sur le continent européen. Dans ce texte, il plaide pour une Europe dénucléarisée et s'inquiète de la diffusion de plus en plus rapide des centrales atomiques et de la croissance de l'industrie nucléaire. Alors que la droite libérale et militariste arrive au pouvoir en Angleterre comme aux États-Unis, E.P. Thompson devient un militant actif. Le mouvement naît en Grande-Bretagne et sème rapidement dans toute l'Europe, donnant naissance à une vaste campagne pacifique et antinucléaire. E.P. Thompson s'y investit complètement dans la première moitié des années 1980. Il rédige des dizaines d'articles pour la presse européenne et américaine, apparaît fréquemment à la télévision, et multiplie les conférences et les interviews en Angleterre comme à l'étranger. Dans un texte célèbre, il compare les moulins de Satan de l'âge nucléaire aux premières usines de la révolution industrielle. Il interroge le type de société que produisent les moyens d'extermination de l'humanité, et propose le concept d'exterminisme pour en rendre compte. Il esquisse une analyse historique et sociologique des technologies nucléaires et de l'industrie de l'armement qui tendent à structurer la société dans son entier. L'exterminisme indique les caractéristiques d'une société exprimée à des degrés divers dans son économie, ses institutions politiques, son idéologie qui la pousse dans une direction au bout de laquelle il y a l'extermination des masses. E.P. Thompson analyse les dynamiques irréversibles et autonomes du développement industriel de l'âge atomique, qui tente à contaminer toute la société, à militariser les civils, à imposer un cadrage modernisateur qui rend tout discours critique impossible. Pour lui, les divergences secondaires doivent s'effacer devant l'impératif de survie écologique de l'humanité. Le travail d'E.P. Thompson comme historien est novateur à plusieurs niveaux. D'abord en ce qu'il porte une attention particulière au présent des phénomènes humains et en conséquence, il propose une nouvelle manière d'écrire l'histoire, A New Social History, qui veut faire parler et revivre les voix héroïques des vaincus de la postérité. L'historien veut ainsi recentrer les recherches historiques sur les acteurs d'en bas, les ouvriers réels, History from Below, mais en même temps sur tous ceux qu'il considère comme les victimes de l'histoire, immigrés, minorités ethniques, homosexuels, etc., qui sont pour lui les véritables acteurs de l'histoire. Contre une histoire économique et sociale quantitative, E.P. Thompson veut donc, à la manière de M. Foucault dont les ouvrages paraissent dans les mêmes années, penser les choses humaines dans leur singularité et donc dans leur formation historique particulière. Pour cet historien, seuls les individus existent. Il n'y a donc pas de structure mais seulement des processus.
Cette position épistémologique entraîne E.P. Thompson à rejeter l'idée du marxisme traditionnel qui voudrait que la classe sociale existe par elle-même, au sein d'une superstructure au fondement exclusivement économique. E.P. Thompson, relisant ainsi Gramsci, mais se situant aussi dans la lignée des travaux de P. Bourdieu et de M. Foucault, historicise le phénomène de classe sociale et la définit comme un processus historique dans lequel les rapports humains tiennent toute leur place. Les classes sociales ne sont pas données, elles sont à construire par un travail de mobilisation et de construction d'une identité collective qu'il appartient à l'historien ou au sociologue de décrire. Ce processus historique se traduit alors, pour E.P. Thompson, en termes culturels et s'incarne dans des traditions, des systèmes de valeurs, des idées et des formes institutionnelles, entraînant chez les individus l'émergence d'une conscience de classe. Ce qui l'amène à redéfinir la manière dont se manifeste le conflit des classes sociales. E.P. Thompson souligne ainsi la place tenue par les facteurs culturels dans ce processus qui reste malgré tout historique. Cette position épistémologique amène aussi E.P. Thompson à innover dans la méthode de recherche historique, qu'il veut interdisciplinaire, c'est-à-dire associant, dans l'étude des groupes sociaux, les méthodes de disciplines les plus diverses, économie, sciences sociales et religieuses, psychologie individuelle et collective, critique littéraire, etc. Stuart Hall, 1932 à 2014, sociologue, né à Kingston en Jamaïque, a fait ses études à Oxford à partir de 1951. Il connaît adolescent la fin de l'ère coloniale, le délitement de l'autorité britannique et la différenciation raciale et sociale qui agite le pays. Il devient professeur et en 1964, il est invité par Richard Hogarth à rejoindre le nouveau Centre for Contemporary Cultural Studies. Il est aussi cofondateur et rédacteur en chef de la New Left Review. En 1968, il succède à Richard Hogarth comme directeur du Centre for Contemporary Cultural Studies. Pendant cette période, en tant que directeur, il a supervisé la production collective d'une importante série de travaux qui ont introduit pour la première fois en Angleterre, dans l'étude de la culture, de nombreuses idées de la sociologie européenne, de la sémiotique et de la théorie de l'idéologie. Il participe au débat de la Communist University de Londres à la fin des années 1970. En 1979, il part travailler à l'Open University. Hall a publié bon nombre d'études, sous forme de working papers, qui formeront la trame épistémologique du courant des Cultural Studies et influenceront durablement tous les travaux ultérieurs sur les cultures populaires et les études postcoloniales. Son origine jamaïcaine, son engagement politique à gauche, il est l'auteur de l'expression « thatchérisme » dans un article de Marxism Today quelques mois avant l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher qu'il considérait comme un populisme autoritaire, et son travail autour des questions sur l'identité et l'ethnicité et sur les rapports entre culture, pouvoir et identité culturelle en font un universitaire très original. Ses travaux, souvent collectifs, touchent à la sociologie des médias, à la critique marxiste, aux cultural studies ou aux études postcoloniales. Stuart Hall s'est aussi attaché à l'examen des questions soulevées par l'identité et l'ethnicité. Il fut considéré comme une figure centrale du multiculturalisme. Il introduisit en particulier le concept d'hybridité qu'il préférait à ceux de métissage ou de multiculturalisme, renvoyant aux diasporas multiculturelles et à leurs incessantes activités de traduction d'une culture à l'autre. L'hybridité culturelle doit être ainsi comprise comme le résultat d'un processus continu de transculturation, fait de bricolage, de construction, de négociation, de accent aigu appropriation identitaire ainsi que de nouvelles synthèses culturelles. Dans ce contexte, l'identité relève donc d'une pluralité historiquement fondée. Elle peut être pensée comme un tout sans pour cela nier les particularités ethniques, politiques et culturelles. Hall défendait ainsi une position qui postulait l'indispensable reconnaissance des identités culturelles, produits historiques par exemple de l'esclavage et du colonialisme, et donc aussi la vigilance face au risque essentialiste, celui de la croyance en la vérité intrinsèque de ces identités. Dans la question multiculturelle, après avoir analysé les définitions contradictoires données au concept de multiculturalisme, Hall montre en quoi celui-ci n'est pas un phénomène récent. Ainsi la question qui se pose pour lui est celle de savoir pourquoi et comment cette multiculturalité fait aujourd'hui problème. Hall utilise alors le concept déridien de la différence,
pour insister sur l'ouverture indéfinie que doit prendre la considération des cultures. Ce qui l'amène à proposer son concept d'hybridité comme pratique signifiante qu'il définit comme étant une pratique de traduction culturelle, agnostique parce que jamais achevée, mais qui repose sur son indécidabilité. Hall fut aussi, ces dernières années, parmi les initiateurs des Visual Studies, domaine qui étudie la construction sociale du visuel et la construction visuelle du social et les images de toute nature. En 1994, il devient directeur de l'Institut international des arts visuels, INIVA, qui proposa de nombreuses expositions et installations d'artistes britanniques et internationaux. Il s'est particulièrement intéressé aux arts visuels de la diaspora noire, dont il a proposé une généalogie. Dans son travail sur l'art, Hall s'est toujours efforcé de considérer les productions artistiques et culturelles comme des formations sociales, des lieux où se trouvent cristallisés les conflits sociaux. À partir des années 1970, une nouvelle génération de chercheurs, marquée par la vague protestataire de mai 1968, va contribuer au rayonnement des Cultural Studies. On peut citer en particulier les travaux de Phil Cohen, Simon Fries, Paul Gilroy, Dick Ebdige, Dorothy Hobson, Paul Willis. Puis dans un second temps, à partir du début des années 1980, aux États-Unis, une nouvelle génération de chercheurs des Cultural Studies va prospérer. On peut citer les travaux de Lawrence Grossberg qui dans les années 1970 jouera un rôle déterminant dans la réception et la diffusion des Cultural Studies aux États-Unis, ou encore ceux de Henry Jenkins qui va introduire la notion de culture participative, participatory culture. Les Cultural Studies vont alors englober des recherches américaines portant sur la communication, les médias, l'information. Ces études vont s'articuler autour de 3 axes principaux. La réception des médias, les sous-cultures, celles des femmes ou des homosexuels en particulier, et enfin, les études portant sur les communautés, par exemple les minorités ethniques ou religieuses. Les objets d'étude. Les objets que se définit le Centre, CCCS, incluent tout autant les institutions que les pratiques et les formes culturelles, leur relation à la société et au changement social. Mais ce sont surtout les médias de masse qui vont devenir l'un des principaux objets de recherche du CCCS, envisagés sous l'angle des rapports des médias au pouvoir et des médias à l'idéologie, en rupture avec les approches behavioristes des études en communication américaines développées dès les années 1950. Avec Stuart Hall, qui remplace R. Hogarth en 1966, l'analyse de la relation des médias avec l'idéologie va de plus en plus passer par l'analyse des textes des systèmes signifiants, de la culture et des sous-cultures comme texte aussi bien en émission qu'en réception, message et audience. Les cultures sont alors envisagées dans leur relation à la culture dominante, que celle-ci soit de résistance ou d'intégration, avec un intérêt certain pour les formes multiples que peuvent prendre ces résistances. Qu'est-ce qui relie ces 3 auteurs ? Ces auteurs s'inscrivent d'abord dans le cadre de la renaissance des études de critique littéraire. Curieusement, ces auteurs ne sont pas des sociologues professionnels, mais excepté E.P. Thompson, des enseignants-chercheurs en littérature et ou appartenant au département de littérature et de critique littéraire. Les Cultural Studies sont donc nés dans le cadre des études littéraires et non dans celui des sciences sociales. De fait, les premières Cultural Studies, anglaises, dans les travaux de Richard Hogarth et de Raymond Williams, publiés à la fin des années 1950, consistent à transposer au niveau des pratiques culturelles le modèle sémiologique d'interprétation des textes littéraires et de la langue elle-même. Si on se réfère au livre de Hall, Identité et culture. Politique des Cultural Studies, l'auteur souligne bien la centralité de la question du langage telle qu'elle émergea dans les années 1960 à 1970 dans l'œuvre de R. Barks relisant Saussure mais aussi dans celle de J. Derrida, M. Foucault et Gilles Lacan. Ce qui importe ici de retenir, c'est le rapport des productions des Cultural Studies au mouvement théorique des années 1960 à 70. En effet, à cette époque apparaissent dans divers domaines des sciences sociales, des discours nouveaux. C. Lévi-Strauss en ethnologie, Gilles Lacan en psychanalyse ont déjà une œuvre importante et vraiment novatrice. L'un et l'autre ont trouvé dans la linguistique saussurienne, tels que Jacobson et Benveniste travaillent à la prolonger, un certain nombre de modèles et de concepts majeurs qui vont faire écho dans les Cultural Studies.
C'est en effet en référence aux théories linguistiques que s'établissent à cette époque dans le domaine des études littéraires, qui constituent le champ disciplinaire initial des fondateurs, de nouvelles méthodes critiques qui, en particulier, proposeront la reconstruction et l'analyse des régularités formelles à l'œuvre dans les textes. Mais dès le début du XXe siècle, les linguistes et théoriciens de la littérature avaient innové. R. Jacobson par exemple qui récuse la critique littéraire et veut constituer une véritable science des discours esthétiques, ou encore Véprop qui dans son ouvrage sur la morphologie du conte, s'était employé à dégager la série typique des séquences narratives du conte populaire russe. Dès la fin des années 1920, Véprop avait proposé d'analyser le conte populaire russe en fonction des rôles accomplis par les personnages et selon la structure générale du récit. L'idée était qu'il existe des invariants et des modèles sous l'apparente diversité des histoires mises en scène. Dépassant la dimension figurative du conte, il confère ainsi à l'analyse un plus grand degré d'abstraction, ce qui la rend applicable à toutes sortes de récits, romans, bandes dessinées, films ou mythes. Ceux qui s'étaient engagés dans l'étude des formes linguistiques et poétiques, les théoriciens des années 60 vont le développer et l'étendre à d'autres domaines. C'est Lévi-Strauss en formalisant les structures de parenté ou celles des mythes dans les sociétés primitives, Gilles Lacan en établissant dans la dimension du symbolique un inconscient freudien qu'il dit être structuré comme un langage. Monsieur Foucault en recomposant par la mise en rapport de textes différents et dispersés, de vastes et discrètes configurations du savoir en liaison avec les systèmes signifiants et les pratiques socio-historiques. On peut ainsi comprendre que dès lors qu'une théorie du langage comme système signifiant est élaborée, tous les autres systèmes formalisables de l'espace social peuvent eux aussi obéir au modèle linguistique. Par exemple, la psychanalyse et l'ethnologie montreront l'existence de systèmes signifiants non linguistiques. C'est d'ailleurs à partir de cette découverte, l'essentielle pluralité des systèmes signifiants et leurs insertions historiques et sociales, que la sémiotique va se constituer, dont il faut ici souligner l'importance pour le développement des cultural studies. Tous ces travaux qui se développent autour des années 60 trouveront ainsi, à quelques degrés, leur écho et leur synthèse dans ceux des fondateurs des cultural studies. Par exemple, les travaux d'Alrirdas Julien Grémas et de Joseph Courtet dans les années 1960 à 1970 se donneront pour objectif de construire un cadre théorique et des formalisations grâce auxquelles l'analyse pouvait être étendue à des types de textes plus variés, recettes de cuisine, articles de presse, fiction littéraire, mythes des sociétés lointaines, etc. On peut ajouter qu'une autre thèse proposée par la sémiotique va particulièrement intéresser les cultural studies, celle qui concerne la place du lecteur. Ueco en particulier, déjà dans l'œuvre ouverte publiée en 1962, affirmera que l'art est un message indéterminé, il existe plusieurs signifiés liés à un seul signifiant, et que l'œuvre d'art est ainsi ouverte à une infinité d'interprétations. Dans Lector in Fabula publié en 1979, il introduira l'idée que, contrairement à ce que l'on peut croire, lire ne se réduit pas à consommer passivement un produit fini. Un texte est en lui-même un objet incomplet rempli d'implicite et de blanc, il attend un lecteur qui le fasse fonctionner. Le texte est une machine paresseuse qui ne peut pas tout exprimer, la contribution du lecteur est nécessaire. Au fur et à mesure de sa lecture, le lecteur va donc émettre des hypothèses interprétatives pour orienter sa compréhension. Cependant, tous les textes ne laissent pas au lecteur la même liberté, certains sont ouverts et appellent beaucoup d'associations en offrant de nombreuses possibilités interprétatives. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.